Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de toujours nous retrouver pour ce rendez-vous sur la radio qui mouille le maillot Sport FM, la 91.9 que vous pouvez porter, que vous pouvez aussi recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de sport de ce 9 novembre 2022 va parler de la disparition ce 9 novembre 2022 de Djogou Akulasi Tao, ancien joueur de Gomido et d'Agaza. C'est à la suite d'une longue maladie. L'homme avait joué, on vous l'a dit, à Gomido et à Gaza. Il a été ancien international togolais. La question des infrastructures se pose avec acuité. La fédération togolaise de la discipline obligée de repousser le coup d'envoi de la deuxième division nationale de football, initialement prévu pour le 12 novembre 2022. Le démarrage de la D2 va finalement se faire le 16 novembre prochain avec des matchs en semaine, indique la FTF. En attendant, la D1 connaît le programme de la deuxième journée avec déjà le premier derby thème de la saison. C'est Massy Unisport à suivre à Sokodé. La SCK vice-champion en titre joue contre l'Entente 2 ou encore ce match entre le Dynamique togolais et Tambo de Dacha. Nous parlons basketball avec la FNB Togo qui s'engage dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Nous aurons, vous le savez, en studio le deuxième vice-président de cette fédération, Alou Mouzou. Nous parlons également karaté avec l'association Skif. Nous aurons les précisions dans quelques instants. Nous aurons également en studio Latifi Rouman et Prosper Agbouklou. Merci de nous faire confiance. Dingue de sport, la mise en onde, c'est Théo Ajavon. La vidéo est l'affaire de Sir Fonelom, comme toujours. Je suis Franck Mounyama, bonne arrivée. Merci de nous faire confiance, merci de choisir la radio qui mouille le maillot Sport FM, la 91.9 que vous pouvez recevoir, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. On va commencer cette émission par parler du karaté. On va saluer tout d'abord Maouto Dogbo. Oui, il est trésorier à la Fédération togolaise de la discipline, mais il est le président de l'association Skif, les 4e dames fédérales. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. Merci Très beaucoup. Bien. En face de vous, c'est Lawson Body Dovi, le chef instructeur Skif. C'est ça? Oui. C'est ça. Lui, il est 6e dan fédéral. Merci d'être en studio. Merci, Franck. Très bien. Alors, d'abord, c'est quoi l'association Skif? Skif, comme vous le dites, nous, on l'appelle SKIF Togo. En fait, c'est Shotokan Karaté Do International. Ah oui. Fédération Togo. En fait, c'est l'une des grandes associations de karaté dans le monde. Ouais. Donc, c'est la section Togo. Oui, c'est la section Togo. C'est-à-dire, à part la fédération japonaise de karaté, il y a 2 grandes branches, la Shotokan Karaté International Fédération et la JK. Donc, nous sommes du courant de SKIF, ça qui existe est conduit depuis... par Soke Kanazawa. Oui, depuis. Ça a été fondé depuis le Japon. C'est pour ça qu'il y a la dénomination internationale, parce que c'est un mouvement qui vient du Japon. Et c'est fondé par Soke Kanazawa, parce que lui, il insiste plus sur la rigueur dans les techniques. Monsieur Kanazawa. L'objectif de cette association, c'est quoi en fait? Bon, c'est toujours pour la promotion du karaté en général, parce que nous savons que le karaté, il y a au moins 4 styles. Il y a le Goju Ryu, le Wado Ryu, le Shito Ryu et le Shotokan. Donc nous faisons ou bien nous pratiquons le Shotokan. Donc c'est un style qui se veut très rigoureux. Très rigoureux, et c'est le style qui est le plus pratiqué, disons, en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo. C'est le style dominant, le Shotokan Karaté. Et donc, l'association SKI regroupe tous les pratiquants qui se retrouvent dans le Shotokan Karaté. On est, disons, la plus grande association de karaté avec à peu près 30 clubs en notre sein. Et donc, nous faisons la promotion du karaté en insistant sur la discipline, la rigueur. Et nous savons que quand on pratique le karaté, contrairement à ce que les gens pensent, ça réduit la délinquance juvénile. Parce qu'on leur introduit la discipline, le respect des aînés, le respect des choses, parce qu'avant tout, c'est un art martial, une art de guerre. Alors, Lawson Body Dovi, vous êtes là au nom de cette association. Et vous êtes d'ailleurs chef instructeur de cette association-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se prépare?
C'est une compétition qui se prépare le 20 novembre. Le 20 novembre Oui. 2022. Très prochainement. Voilà, au stade de basketball. Comme toujours. Comme toujours. Mais avant ça, il y aura un stage d'arbitrage et technique, suivi de coaching. Parce que l'arbitrage de SKIF est différent de l'arbitrage au niveau mondial. Parce qu'en SKI, on utilise seulement la ceinture que vous-même vous avez. Et on ne porte pas les protèges tibia, mais on porte les gants. Vous pouvez porter même gants rouges. Les deux adversaires peuvent porter gants rouges. Mais la différence, c'est qu'on met un mouchoir blanc au niveau de chaque compétiteur et l'autre mouchoir rouge au niveau de l'autre compétiteur pour les distinguer. Merci. Mais pour les juges utilisent un drapeau rouge et un drapeau blanc. Pas contraire au niveau mondial, à la Fédération mondiale qui regroupe les 4 styles, là, il y a drapeau rouge et drapeau bleu. Là, un compétiteur doit porter des équipements bleus et l'autre équipement rouge. Donc, en Sky, on utilise blanc et rouge. Oui. C'est ça. Donc, il y a les katas aussi pour le Sky qui sont... Kata, c'est les combats imaginaires. Les katas imaginaires qui sont à l'abri de chaque compétiteur. Donc, tu dois suivre la liste là. Il ne faut pas prendre d'autres styles pour mettre dedans. On est en train de faire un style de SK Shotokan. Donc, vous êtes là pour faire seulement le Shotokan. Shotokan, pas autre figure. Pas autre chose, parce que chaque association a le devoir de faire sa compétition internationale. Soit le Shito-Ryu peut faire son compétition mondiale, le Shotokan aussi, et Wado-Ryu, ainsi que le Goju-Ryu. Mais pour la Fédération mondiale, s'il y a karaté, tous ces styles-là se retrouvent ensemble pour faire leur compétition. Mais c'est le karaté qui englobe tout ça. Voilà, c'est le karaté qui englobe tout ça. C'est différentes écoles, quoi. Oui, c'est des différentes écoles. Il n'y a pas de différence. Non. Bon, on insiste sur certaines techniques selon les écoles. Les écoles, voilà. Sur certaines techniques d'attaque et de défense selon les écoles. Donc, c'est quelques petites différences. Il n'y a pas d'école qui plante l'autre, c'est pratiquement la même chose. Ouais, la même chose. C'est que certaines écoles insistent sur certaines particularités par rapport à d'autres, c'est tout. Ça dépend de la compréhension du maître fondateur. Très bien. Vous êtes de la fédération, mais vous venez au nom de SKI aujourd'hui. Mais quelle est la relation, quel est l'apport de la fédération dans tout ce que vous allez organiser? Non, moi je dis que, comme je viens de le dire, la SKIF Togo est la plus grande association de karaté. Et donc, même la fédération, plusieurs membres sont dans la fédération. Et donc, comme on le fait, la fédération nous assiste sur l'aspect technique. Par exemple, si on a besoin de matériel, etc., ils nous font cet apport. Ce qui veut dire que vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble. Ensemble. Donc, comme il vient de le dire, c'est le 20 août. Le 20 novembre. Le 20 novembre, le tournoi. Le 20 novembre, le tournoi. Et il y a un aspect sur lequel il faut insister, c'est que au niveau de la SKI, on insiste plus sur l'aspect martial de la chose. Parce qu'au niveau des fédérations, c'est l'aspect sportif. Or, à SKI, c'est l'aspect martial. Ce qui veut dire qu'on insiste sur le caractère guerrier des combats. C'est pour ça qu'il y a très peu de protection. Et donc, les combats sont beaucoup plus audacieux, beaucoup plus vifs, durs, comme si tu étais en situation réelle. C'est le self-défense, le self-défense, comme si tu es dans la rue, il y a une attaque, il faut réagir. Tu n'as pas le temps de porter. Donc, on donne des coups sérieux. Oui, des coups sérieux. Sans protection. Sans protection. Tu n'as pas le temps de porter des plastrons, tout ça, tu te défends. Mais néanmoins, quand même, il faut respecter l'adversaire. Il y a la maîtrise. Tu ne vas pas porter des coups mortels à ton adversaire parce que quand même, il faut qu'il soit là pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc, il faut maîtriser les coups. Mais il y a beaucoup plus d'audace dans nos coups par rapport aux fédérations parce que là, on insiste plus sur l'aspect traditionnel, l'aspect pratique de la chose. Quel est l'objectif attendu? Vous attendez combien d'athlètes? Bon, on attend à peu près, comme j'ai dit, on a à peu près 30, on attend à peu près 200, 250 athlètes. Dans toutes les catégories? Oui, dans toutes les catégories. Bon, on va jouer les grandes catégories. On ne va pas aller dans les différences de poids. Donc, il y aura section minime, section cadet, section junior et section senior. Donc, les dames aussi sont les dames aussi. À chaque fois, il y aura hommes et femmes qui vont faire kata, c'est-à-dire les combats imaginaires, et kumite, les assauts libres.
Alors, Lawson Bodidovi, techniquement, qu'est-ce que ça va donner, une telle organisation, une telle initiative? Et cette initiative nous permet de sélectionner les meilleurs athlètes pour le karaté Shotokan même. Parce que c'est très important. Il y a d'autres qui font aussi Shito-Ryu. Donc, s'il y a compétition quelque part au niveau international, on prend celui qui est bon pour le Shotokan. Au niveau international, c'est le Shotokan qui est privilégié. Non, c'est ça? tout est privilégié, mais il faut savoir que si, moi par exemple, je suis entraîneur au niveau de kata, si je vois que celui-là, il est bien en kata pour Shotokan, je lui prends pour représenter le Togo. Si je vois que c'est lui qui est bon pour le Shito-Ryu ou Wado-Ryu, je reprends. Donc c'est pourquoi il faut que chaque association essaye de faire sa compétition pour dégager les meilleurs athlètes. Très bien. Voilà. Et puis là où il a aussi peut-être raison, récemment on était au Ghana, le SKF Togo. On était au Ghana pour suivre un stage international dirigé par l'expert mondial, le japonais Murakami. Ensuite, on était au Nigeria le 8, le 9 et le 10 septembre dernier lors de la compétition internationale de SKIF West Africa. Et donc là, par exemple, on a pris des athlètes qui sont allés compétir là-bas, 2 athlètes, un homme et une femme, et on se réjouit parce que on a eu des médailles, on est venu au moins avec 3 médailles, 2 bronzes et 1 argent, et une médaille d'or en spécial, parce que notre compétiteur, bien qu'il était vraiment secoué, parce que le combat était très brutal, bien qu'il était secoué, il a terminé le combat, il a gagné. Donc il y a le coach nigérian qui, de façon spéciale, lui a remis une médaille d'or, parce qu'il a dit qu'il a fait preuve. Et je vous dis que le Togo, on se débrouille, on espère que les partenaires, les sponsors vont suivre pour équiper nos athlètes parce qu'on a impressionné le Nigeria. Bien que le Nigeria soit une grande nation de karaté, ils ont vu qu'il y a du sérieux qui se fait au Togo. C'était en septembre dernier. Vous avez ramené 3 médailles. 3 médailles. Et de quel 2 bronzes et 1 en argent. Et une médaille d'or en prime spéciale. Et on remercie les autorités parce que le ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui nous a signé la lettre d'autorisation de sortie. Et par-delà, le chef de l'État, tous ceux qui appuient le sport togolais. La formation par rapport aux entraîneurs, aux arbitres, ça commence quand, vous avez dit? Ça commence le 17 et 18. Le 17, on va dire dans une semaine pratiquement. Dans une semaine. Très bien, très bien. Une semaine. Bien, donc tout le monde est informé par rapport à ce qu'il va se passer. Oui, les gens sont prêts, les gens se sont inscrits. Bon, les gens sont prêts, mais il y a une partie qui est très importante, c'est qu'au niveau des katas, pour le SKI, vous êtes obligé de faire les 5 EYAN au premier tour. C'est les katas de base. Vous pouvez être ceinture noire dixième dans... Vous devez faire tout ça. Tout ça sinon là, vous êtes éliminé. Éliminé au premier tour. Parce qu'au niveau mondial, vous pouvez venir, vous choisir votre kata supérieur. Non. Pour SKI, vous allez suivre ça d'abord. Premier tour, tout le monde. Premier tour, les katas de base, obligatoire. Parce qu'on veut être sûr que chacun maîtrise la base ce qu'il fait avant de progresser. C'est ça. Très bien. Mais au niveau de combat, bon, nous avons scindé le groupe, comme le président l'a dit. Nous avons fait minimes. Les minimes ne font pas à comité. Les cadets vont faire. Les cadets, chez nous, c'est 14 à 15 ans. 15 ans. Junior, c'est 16-17 ans. Senior, tout le monde le sait, c'est à partir de 18 ans. 18 ans. Très bien. Ça. L'information est passée, il y a d'autres choses à dire? Oui, non, ce qu'on a dit, c'est que bon, on se prépare pour l'événement et on est venu vers vous pour communiquer autour de l'événement. Très bien. Parce que nous sommes en train c'est une association, nous sommes en train de solliciter les sponsors, les partenaires, les personnes ressources pour qu'ils puissent nous aider à organiser une très belle compétition. Mais le cachet spécial de ce que nous sommes en train d'organiser, c'est qu'entre-temps, la diaspora a pris connaissance de notre programme. Et je tiens à féliciter notre chef instructeur, M. Lawson Bodi, qui a fait vraiment un travail au niveau de la diaspora. Et ils se sont beaucoup prononcés pour nous aider. Et je dirais que particulièrement, 4 d'entre eux ont réagi. Et c'est grâce à eux. Vous accompagner. Oui, et c'est grâce à ça qu'on a l'espoir que la compétition aura bien lieu et dans les bonnes conditions qu'on espère. Donc, permettez-moi, je cite rapidement leur nom. Il y a Shihan Akbalou des États-Unis. Il nous soutient vraiment. Il y a Sensei Tete des États-Unis aussi. Lui aussi nous soutient. Il a même donné de l'argent pour acheter les coupes, etc. Il y a Shihan Jondo, c'est un arbitre international qui vit à Paris. Shihan Jondo, lui aussi nous a aidé avec des coupes et même il a donné de l'argent pour qu'on puisse organiser la compétition. Il y a Sensei Anya Patrick de Londres.
lui aussi nous soutient pour les coupes et puis pour tous les articles que nous faisons. Et Sensei Adieso Kofi Alain de France. Il est lieutenant-colonel à la gendarmerie là-bas. Ah bon? Ouais, il est 5e dan fédéral. Ils pratiquent toujours. Tous pratiquent toujours. Très bien. Ils pratiquent toujours et vraiment, ils sont avec nous de tout cœur. C'est pour ça, d'ailleurs, nous allons baptiser cette première édition Trophée d'énigme de la diaspora. Très bien. Pour le faire honneur. Et comme nous savons que dans tous les domaines, la diaspora commence par aider à faire des retours dans le pays, nous souhaitons que dans le sport et particulièrement dans le karaté, qu'ils reviennent en force parce qu'ils sont un peu partout, ils travaillent, ils sont même au Japon, un peu partout. Les Togolais, ils pratiquent toujours là-bas dans des clubs sérieux et ils nous soutiennent. Très bien, la diaspora peut-être la solution pour le développement des sports de combat, pourquoi pas? Oui, une des solutions, parce que le problème est quand même complexe et global, mais une des solutions, parce qu'ils ont ce devoir de retourner au pays, pour tout ce qu'ils ont permettre appris. à ce que ces sports se développent. Se développent. On va se retrouver peut-être samedi, si vous avez le temps pour continuer les discussions, pour préparer le terrain. Merci Dogo Maouto, président de SKIF, 4e dame fédérale. Merci également à Lawson Bodidovi, chef instructeur à SKIF, et puis 6e dame fédérale. Merci, bon courage et on se retrouve samedi. À bientôt. On se retrouve ça à bientôt, merci. Terminerons aussi en remerciant notre directeur technique, parce que c'est lui qui a contacté un des pharmaciens de la place et nous a donné la majorité des médailles pour organiser. Pour vous aider. Pour nous aider. Très bien. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot. Prosper Agoplou, bonjour, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Que voulez-vous? Oui, Latif Irouma, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous. On salue Alou Telou Mouzou, il est le 2e vice-président de la Fédération nationale de basketball Togo. Ils sont engagés dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour à vous. Tout va bien? Bien. Le basket togolais, ça promet? Oui, ça promet, ça promet. Très bien. La lutte contre la dégradation de l'environnement, c'est ça le projet? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous pousse à aller sur ce terrain? D'ailleurs, il faut noter que c'est un projet qu'on a eu à participer, qui a été organisé par AFD. Et ils ont fait appel à projet et on a participé. Notre projet a été sélectionné. Très bien. Et donc, depuis le week-end passé, on a débuté ce projet. Oui. Et donc, par rapport au thème, ça va dans la droite lignée de nos programmes. Oui. Et donc, voilà, c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ça. Quels sont les points que vous défendez lorsqu'on se dit, oui, la Fédération nationale de basket Togo s'engage dans la lutte contre la dégradation de l'environnement? Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que ça va donner? Tout d'abord, nous ciblons quand on parle de l'environnement, et l'environnement regroupe les jeunes. Et ces jeunes-là ont besoin de la santé. Bien. Et s'ils sont sains, ils pourront pratiquer ce sport. Et donc, il faut un environnement sain pour pouvoir pratiquer le sport. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes engagés pour pouvoir maintenir notre environnement sain et afin que nos jeunes puissent vaguer librement dans le basketball. Donc, il va y avoir peut-être avec la FNB, on va dire... ville propre, par exemple? Oui. Au cours de ce projet, le projet est subdivisé en deux. Par rapport à son exécution, la première phase, c'est en phase d'initiation de basket. Et deuxième phase, c'est la sensibilisation qui est derrière. C'est-à-dire qu'on profite du basketball pour sensibiliser non seulement les jeunes, et les parents qui accompagnent leurs enfants. Et on leur passe un message par rapport à l'assainissement de l'environnement. Et donc, à chaque fois qu'il y aura cette activité, et ce sera divisé en deux phases. Première phase, initiation, et après ça, maintenant, on passe le message. Puisque une fois que le basketball, on sait que le basketball réunit beaucoup de personnes. Et là, nous profitons pour faire passer le message. Voilà un peu. Voilà, alors vous parlez d'initiation, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, les jeunes? Oui. De quel âge à quel âge?
De 6 à 14 ans. Oui. Oui. Ce projet a débuté depuis quelques jours. Ça va s'étaler sur combien de semaines, combien de mois et ainsi de suite. Ça va s'étaler sur 4 semaines. 4 semaines, Ouais. un mois. Un mois. Voilà. Oui. Donc, il y aura l'initiation. Et à la fin, qu'est-ce qu'on attend? À la fin, c'est de pouvoir faire passer le message à toute la population de prendre soin de notre environnement. Toute la population togolaise ou bien de Lomé? Pour le moment, c'est Lomé Lomé puisque que vous ciblez. Voilà. Mhm. Et puis précisément ceux de la localité de Hidjiranaoui et ses environs. Voilà. Donc, et puis par rapport au programme qui a été établi, et c'est une activité cible. Et donc, après, nous comptons étendre ça sur les autres régions, pourquoi pas. Préfectures, Voilà. ainsi de suite. Alors, Voilà. l'ouverture de la saison, c'était il y a quelques jours. Oui. Ça promet. Ça promet, puisque déjà, nous avons programmé à former les arbitres, et puisque c'est le noyau. Oui. Et donc, dès que les arbitres seront formés, on va lancer un petit tournoi open de 3 contre 3 qui va concerner plutôt les équipes. Puisqu'il n'y a jamais eu un tournoi 3 contre 3. Donc, voilà. Donc, ça va couvrir sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Alors, ça va partir quand, ce tournoi? Non, c'est le 17. Le 17 de ce mois. Oui, Donc, c'est dans décembre. OK. Voilà, il reste encore quelques jours. Alors, deuxième vice-président de la FNB, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? C'est d'être toujours avec nous comme vous l'avez été, Oui. et pour nous booster vers l'avant, puisque Ouais. nous comptons beaucoup sur vous. Et nous, à notre niveau, nous allons continuer notre démarche pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus de jeunes autour de cette balle orange. Avez-vous autre chose à signaler, à dire, à partager avec nous? Bon, et ce que j'ai, c'est à l'endroit du public. Très bien. Et je les invite à répondre massivement ce samedi sur le terrain de Swallows. Voilà. Ce samedi. Ouais. Très bien, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Très bien. Alou Telou Mouzou, deuxième vice-président de la FNB Togo, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci de suivre Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va continuer cette émission Dingue de Sport sur la référence sportive. Vous pouvez nous recevoir aussi sur le www.sportfmtg.com. On va commencer par parler football avec cette nouvelle triste, la disparition de Djogou Akoulasi Taou, l'ancien international togolais, ancien joueur de Gomido et d'Agaza Football Club, qui disparaissait ce matin en France à la suite d'une longue maladie. L'ancien international togolais devrait avoir 60 ans. Voilà. Alors, Prosper Agbouklou, vous le connaissez? Oui, je l'ai vu jouer. Oui. Djogou Akoulasi Taou, de Gomido à Gaza, le sport de Lomé, à l'équipe nationale avec Goeller à l'époque. Il faisait partie donc de cette fameuse équipe du Togo des années 82, 80, 82, 83, 84. Ouais. L'équipe qui était en Côte d'Ivoire pour la CAN. Voilà, c'était en 84. Il était là, donc il faisait corps, bien sûr, avec Assogbaya Ovi, Mawena Kodjovi, les Sanounou, les Foué, Mensan, les Dosres Kwami, Moutero Rafiou, Émile Da Silveira, Dobou, Gerson, qu'on appelle José Massaoudou, et tous ils étaient, donc c'est leur promotion. Ils faisaient partie avec Sounou-Maoli, et à l'époque il était donc le dossard 10 qui portait ce fameux numéro qui était en équipe nationale, et même à Gaza on l'appelait donc à l'époque pour les journalistes de l'effort, c'était le poumon d'acier, parce que Djogou Akoulasi Taou ne se fatigue jamais. C'est un gars donc d'une taille moyenne qui faisait donc qui jouait vraiment le rôle du numéro 10, qui était le relayeur entre la défense, l'attaque, qui était donc un métronome, il faut le dire, il fallait le voir jouer à l'époque, c'était très très beau. Donc c'était un joueur qui avait marqué le temps, et qui est parti de Palimé pour Agaza. Il fait partie donc de l'équipe d'Agaza qui avait joué
la finale en 82 contre Arabe contre Atos. Oui, voilà. Donc voilà, il est bien connu du public. Donc je crois que entre-temps, nous avons appris qu'il a été victime donc d'une amputation. Je ne sais pas si c'est cela vraiment. Donc au niveau de la jambe. Et après, bon, je crois que ça mort, mais je crois qu'il doit dépasser un peu la soixantaine quand même. Il doit dépasser la soixantaine parce que quand on voit Maouena Kodjovi, on voit Sogbaya Ovi, c'est la promotion. Donc c'est quelqu'un de leur âge. Donc je crois perd son âme. Malheureusement, ce sont des joueurs qui étaient très très bons, mais qui n'avaient pas eu la chance donc de se montrer ailleurs, compte tenu donc du système à l'époque où les joueurs n'étaient pas autorisés à sortir, à aller jouer ailleurs. Donc c'est des joueurs qui sont partis comme ça dans l'anonymat et finalement on ne les a plus vus sur le terrain depuis qu'ils sont partis du Togo. Ils ne sont plus revenus jouer. Tout ça a fait que donc leur nom pratiquement personne ne les connaît. Voilà, c'est chez nous au Togo. Latif, vous avez entendu parler de lui, vous ne l'avez pas vu jouer? Non, je ne connais pas la personne. Djogou Apoulasi Tao. Son âme, mais le nom, oui, Tao. Voilà, vous savez, lorsqu'on parle d'Agaza aujourd'hui, il y a eu des générations. La première génération, Prosper vient de la cité. Et cette première génération, nous, on ne l'a jamais, en tout cas moi, je n'ai jamais vu jouer cette génération. Je n'ai pas vu jouer Kodjovi Maouena, je n'ai pas vu jouer José Massaoudou. Donc voilà, mais j'ai vu jouer la... Vous n'avez pas vu jouer Amouzou Tete? Amouzou Tete, je n'ai pas vu jouer Amouzou Tete. C'est la génération. Il y a aussi Ouattara, le président Ouattara. Voilà, ça c'est la génération 81, 82, 83, 84. À l'époque, nous, on venait de naître. Donc voilà. Mais quand même, parce que nous sommes journalistes, nous avons eu dire, voilà, ça a été quand même des géants de ce football-là, avec cette deuxième participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, après celle de 72. Et donc, Côte d'Ivoire 84. Côte d'Ivoire 84, il faisait partie quand même des artisans donc, de cette campagne-là. Aujourd'hui, il nous quitte perd son âme. Perd son âme. On se rappelle également de Denke Oiseau qui est parti il y a un moment. Da Silveira. Et puis d'autres joueurs. Oui, beaucoup de joueurs qui sont partis. C'est le moment de se rappeler d'eux, paix vraiment à leur âme. Voilà, donc c'est... Il faut se rappeler aussi de Kouradje Kwame. Oui, sans oublier Béditri. Ils sont nombreux, très nombreux. Voilà, et ça a été des joueurs intéressants. Il n'y avait pas d'argent à l'époque comme aujourd'hui, mais c'est des joueurs qui avaient mouillé le maillot, qui étaient très bons. On nous a raconté. Il n'y a rien à dire. Voilà, la D2 a un tout petit peu repoussé, c'est-à-dire le début, le coup d'envoi de la deuxième division nationale de football après celui de la D1. Voilà, la question des infrastructures se pose avec acuité, Latifi Roumain, et on est obligé peut-être de jouer en semaine et certains matchs en week-end. C'est ce que dit la fédération. Oui, on savait que cette difficulté allait quand même bousculer la fédération. La fédération, elle est consciente, sauf que voilà, souvent, elle décide de faire les choses à la dernière minute et ça dérange beaucoup. Ça dérange beaucoup. Nous sommes ceux-là qui, dans nos analyses, proposons à la fédération de jouer des matchs vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, pour pouvoir justement pallier ces difficultés-là. Maintenant, il fallait aller aux inspections, il fallait homologuer des terrains. La fédération a essayé de faire cet exercice-là, mais a attendu pratiquement quelques jours avant le début de ce championnat pour sortir ce communiqué comme quoi la deuxième division se jouera en semaine. Il fallait s'y attendre depuis par rapport au nombre de terrains disponibles. Oui, on savait quand même que la fédération ne souhaite plus voir ces matchs se jouer sur terre battue. On le savait. On savait qu'on n'a pas assez de terrain. Dans le nord, il n'y a que Kara et Sokodé. Dans le nord, il n'y a que Kara Sokodé. Maintenant, Atapamé est en instance judiciaire. Il y a Palimé qui est là, mais 2 stades, sauf que le stade de Wamé
pour l'instant, voilà, la route qui mène à là ne favorise pas véritablement l'utilisation de ce terrain. À Lomé, oui, il y a des terrains, mais à l'intérieur, sincèrement, c'est des problèmes. Donc, quand on décide, par exemple, la dernière minute de jouer en semaine, moi, je pense que ça va déranger beaucoup. À quel niveau ? Beaucoup, à tous les niveaux. Franck, écoutez, on parle quand même de la deuxième division. Oui. Et quand on parle de la deuxième division, c'est beaucoup plus ces jeunes joueurs qui sortent des écoles de football et qui viennent souvent s'essayer en deuxième division. Lorsque vous jouez mercredi, ça suppose que déjà mardi, vous manquez les cours. Mercredi, vous manquez les cours. Jeudi, vous manquez les cours parce que c'est un championnat classique. Il faut aller jouer à Tchamba, il faut aller jouer à Dapaon. Écoutez, un élève, tu dois quitter mardi. Et ça suppose que 3 jours de manquer dans les 5 de la semaine, écoutez, c'est un problème. Maintenant, l'autre grosse difficulté, quoi qu'on dise, écoutez, en semaine, si vous avez 100 personnes qui vont au terrain le week-end, en semaine, c'est que c'est 50 qui iront au terrain. Les gens vont au boulot. Et ça va déranger beaucoup. On sait que nos clubs, souvent, voudraient qu'on programme les matchs les jours, certains jours. Vous allez dans certaines localités, on vous dira que c'est le jour du marché que les gens sortent massivement pour aller au terrain. Mais aujourd'hui, on est obligé de jouer mercredi, on est obligé de jouer jeudi. Ça va déranger. Y a-t-il d'autres possibilités à vos yeux ? Je ne pense pas, mais sauf que, écoutez, avant que les clubs ne s'engagent pour le championnat, il doit avoir ces détails-là, véritablement. Mais quand je dis que ces détails-là pourront même peser dans le recrutement des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, imaginez un effectif, vous avez un effectif qui a par exemple 10 élèves dans cet effectif-là. Mais ça va déranger. L'élève, il ne donnera pas la plénitude au niveau donc, du club. Mais écoutez, ce sera un élève fantôme à l'école qu'on verra seulement peut-être lundi. Mais lundi, là aussi, imaginez si on programme les matchs de ce club-là dimanche, ça suppose que lundi aussi, cet élève-là ne sera pas à l'école. Nous n'avons pas encore un championnat professionnel pour dire que lorsque vous jouez, c'est que c'est votre job. Aujourd'hui, c'est des élèves qui continuent de jouer. Moi, je pense que ça va déranger à ce niveau-là. Oui, Prosper Agbokou, oui, à vos yeux, oui, c'est la seule solution ou bien c'est la solution pour peut-être tenir dans le temps pour pouvoir jouer. Est-ce qu'il y a autre chose à faire par rapport à ce que la fédération vient d'indiquer ? Non, je pense que les graves manquements que la TIF vient de relever restent quand même des points saillants au déroulement donc, de ce championnat. Et effectivement, je ne sais pas si en mettant en place donc, le programme, la fédération y est pensée. Nous tous, c'est vrai, on s'est dit qu'avec l'absence donc, de manque d'infrastructures, on était en train donc, de voir l'impossibilité pour les équipes donc, de se produire tellement dans de bonnes conditions. Et moi, aujourd'hui, franchement, à la question de savoir s'il y a d'autres possibilités, je me trouve devant donc l'incapacité donc de pouvoir produire d'autres alternatives parce que tout est lié aux infrastructures. Tout est lié aux infrastructures. Tel que la TIF le dit, si chaque équipe avait un terrain chez lui ou dans sa préfecture en bord du fleuve, s'il y avait suffisamment de terrain dans les communes, dans les préfectures, le problème ne se poserait pas. Donc là, je crois quand même que ça doit susciter auprès des autorités un certain nombre de questionnements. Ça, il faut le dire. L'État a des obligations vis-à-vis donc de la population. Et construire les infrastructures. Les infrastructures, ça c'est vrai. Donc je crois que là, il y a des sacrifices qui vont se faire. Certains enfants qui ont envie vraiment de jouer vont carrément abandonner l'école pour, comme on appelle, s'occuper donc du football. Et ça, je crois quand même que quelque part, ça fausse les statistiques au niveau même scolaire et au niveau même donc social. Et ça, je pense que c'est difficile parce que peut-être, à mon avis, si, tel que la TIF l'a dit tout à l'heure, on reprogrammait les matchs sur les vendredis, les samedis, les dimanches, il se pourrait que ça ait plus quand même de facilité pour certains
enfants dont les parents se seraient peut-être opposés à ce qu'il manque l'école pour 3 jours sur 5, ce serait difficile. Ou carrément, certains matchs, on va les jouer dans la matinée. C'est aussi le samedi matin. Très bien. Surtout pour la D2. Bon, peut-être. Bon, mais tout ça là, c'est difficile pour moi. Oui. Je pense que, oui, Prosper a acheté par là. Je pense que jouer vendredi, samedi, dimanche est plus bénéfique à tout le monde que de vouloir jouer en semaine. Parce que mais on jouait déjà les mercredis. Oui, les mercredis, c'est des matchs qui viennent comme ça. Et puis, je parle surtout de la deuxième division. Parce que quand vous prenez... S'il y a championnat marathon, on jouait parfois même jeudi. On a vu des matchs se jouer ici les vendredis, les jeudis. Oui, un championnat marathon avec... Et n'oubliez pas surtout que c'est la première fois de l'histoire. En tout cas, moi, je parlais de 80 quand nous, on essaie. 80, 81. Moi, je dis la deuxième division se joue souvent en zone. C'est la première fois que c'est en... Voilà. C'est la première fois qu'on joue de façon classique. De façon classique. Et quand on joue de façon classique, ça suppose que il y a 2 aspects qui entrent en jeu. Mais quand c'est par zone, écoutez, souvent, vous quittez le matin pour aller jouer à Kpalimé. Après le match, vous revenez. Vous quittez le matin ou la veille, vous allez jouer à Tapamé. Après le match, vous revenez. Mais maintenant, ça va supposer que pour quitter par exemple Lomé, pour aller jouer à Tchamba ou à Kara ou à Dapaon, il faut quitter minimum la veille. Le lendemain du match, vous jouez et vous repartez le surlendemain. Vous voyez un peu. Donc, si on joue vendredi, samedi, dimanche, ça va diminuer justement ces manquements ou bien ces 16 heures de manquer à l'école. Sincèrement, donc, quand vous jouez par exemple vendredi, ça suppose que si vous quittez par exemple jeudi la veille, l'élève ne manquera que 2 jours de cours. Vous vous inquiétez pour les clubs qui ont un effectif truffé d'élèves. C'est beaucoup plus là. Parce que, écoutez, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une nation qui a besoin de tout. On n'est pas en train donc de cultiver seulement que des footballeurs. On veut quand même des footballeurs éduqués. Et donc, moi, je dis, le premier problème, c'est cela. De vouloir jouer en semaine, ça se le met. L'autre problème aussi, c'est la question de la billetterie. La billetterie, écoutez, vendredi soir, c'est encore mieux d'aller au terrain. Samedi, dimanche, mais quand on joue mercredi, jeudi, et surtout on dit que les clubs vont jouer mercredi, jeudi, c'est-à-dire la deuxième division, certes, il y aura certains matchs. Donc, moi je dis, autant formaliser, c'est-à-dire tous les matchs de deuxième division vont se jouer vendredi, certains matchs samedi, et puis certains matchs de la deuxième division samedi, et le gros match le dimanche. Je préfère même qu'on échelonne la programmation même sur lundi. Ça suppose que c'est un jour également. Oui, sur lundi. Oui, c'est-à-dire que quand un club joue lundi, ça suppose que le club a le temps de quitter dimanche pour aller et de jouer lundi et de repartir. Ça va diminuer véritablement les heures de manquer à l'école que de vouloir jouer véritablement en semaine, quoi. Et il n'y a qu'une chose à faire, aller mettre en place des infrastructures. On pense rénover le stade de Rarotoé, qui reste, on va dire, un très 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 bon stade, mais mal entretenu depuis des années. Donc, on pense... Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe à Rarotoé. Il faut aller... On va délocaliser les matchs. Oui, mais il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Écoutez, aujourd'hui, nous avons 39 préfectures. 39 préfectures. Écoutez, dans chaque préfecture, est-ce que l'État ne peut pas mettre un terrain? Je ne parle même pas de ville, je parle de préfecture. Nous avons 39 préfectures. Mettez les terrains dans les préfectures. Mais si je veux parler de ville, nous en avons plusieurs. Peut-être l'État va dire que c'est trop. Mais au moins, ne serait-ce que dans les préfectures, mettez les terrains. Mais quand dans les préfectures, à Danton, on n'a pas de terrain qui puisse accueillir les matchs de championnat. Dans Loti, on n'en a pas. Avec 500 millions, on peut avoir un terrain dans les préfectures. Oui, mais écoutez, puisque la fédération veut jouer sur les pelouses, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de parler des stades aux normes internationales. Oui, avec des petits stades de 5000 places. Regardez le terrain d'Agaza. Le terrain d'Agaza, ce n'est pas un stade. C'est un terrain. Mais ce terrain peut servir de match parce qu'il y a une pelouse. Donc, donnez un exemple. On peut faire un truc comme... C'est juste un exemple, oui. Voilà. Regardez Péléconvier.
Péléponvier peut acquérir les matchs de championnat. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on a fait comme à Gaza. Mais le problème, c'est la pelouse. Il faut quand même que les matchs se jouent sur la pelouse. Mais une pelouse avec 20 millions, l'État a une pelouse. Mais l'État n'a pas 20 millions. Mais les sociétés, les Miss Togo, les choses, ce qu'on met dans Miss Togo, ce qu'on met dans les fêtes, nos fêtes traditionnelles, là, et voilà, et autres, là, on ne peut pas faire les stades. Mais ça aussi, c'est important, c'est la culture. Je ne refuse pas, mais écoutez, qu'on ne mette pas l'argent que dans certains secteurs seulement. Que dans certains secteurs. Il y a eu 2 ans, il n'y a pas eu, par exemple, Miss Togo, il n'y a pas eu Evala. Cet argent-là est allé où? On aurait pu construire des stades avec cet argent. Voilà. Ouais, l'argent des journées FIFA aussi. L'argent des journées FIFA. Ça ne donne rien. Quand on est allé en France, on est allé au Maroc, ça n'a rien donné. On a parlé de 500 millions. Ça peut faire deux terrains. Mais écoutez, quels 2 terrains? Franck, je dis 20 millions, vous avez une pelouse. Oui, mais écoutez, quand même, après, il faut avoir quelques accessoires autour. Non, mais écoutez, posez la question à ceux qui se sont essayés sur la pelouse. Ils vont vous dire, ce n'est pas de la mer à boire. Je dis, avec 20 millions, vous avez une pelouse. Oui, vous avez une pelouse, d'accord. Mais la pelouse, autour, le club même qui va utiliser. Il faut quand même la sécurité. Il faut une petite sécurité. Il faut une petite sécurité. Non, la sécurité, oui, mais la pelouse, c'est ça l'essentiel. Oui, on va pas dire qu'on veut jouer, donc on va jeter les joueurs n'importe où. Non, quand même. Il faut commencer par là au moins. Quand vous avez une pelouse, on joue. Le reste, là, vous pouvez mettre les chaises tout autour. Écoute, mais quand vous avez une pelouse, on joue. Nous allons, parfois, Tito joue au camp. Voilà, à l'état-major. Est-ce qu'il y a une tribune là-bas? Il n'y a pas de tribune, mais la sécurité, on peut l'avoir. Non, mais la sécurité, c'est sur des matchs. Vous avez de la billetterie. C'est dans ce que vous avez vendu, c'est ce qu'on donne. Et d'ailleurs, la sécurité, mais c'est quand même un service d'ordre public. Mais écoutez, c'est aussi un sponsoring. Il y a les camions du garage central qui peuvent quand même servir à ce que la sécurité puisse se déplacer. Très bien. Pour l'instant, c'est 0-0 entre Asco et puis le club sfaxien là-bas. Ils sont à quelques minutes de la mi-temps. C'est 0 but partout entre les deux clubs. Pour le moment, Asco est qualifié. Pourvu que ça tienne jusqu'à la fin des 90 minutes. C'est un stade qui est très plein parce que là, les Tunisiens sont venus pousser le CSS. Non, je crois que l'arbitre... Séchola nous a mis une épine dans les jambes avec ce pénalty fabriqué. Sinon, avec 2-0 pour l'instant, en prenant 1-2, on est quand même dans le match. Mais prions à ce que tout concourt pour le bien de ceux qui croient. Il faut très bien, il faut croire. En attendant de trouver des solutions pour les matchs de la D2 qui restent, on va dire, une grosse épine dans les pieds. Il y a aussi un problème. Lequel? L'implantation des pelouses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stade de Hauteuil, qui est là, on parle de ce stade-là, un beau joyau construit. Mais c'était dans quel but? Regardez, toute la région, ce stade est là. Qui ira jouer là-bas? C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de l'importance même de l'implantation des stades. Aujourd'hui, on veut jouer. Il ne faut pas mettre les choses en place et après les abandonner. Oui. C'est pas parce au moins la société nouvelle des phosphates a fait sa part. Parce que ce terrain-là, à moins que je ne me trompe, c'est cette société-là qui a mis en place ce terrain. Mais écoutez, justement, sur l'autre partie, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il n'y a pas eu une politique pour pouvoir mettre... mais ce n'est pas quand même perdu. Il faudrait que chaque société construise... Si vous voulez, ils n'ont qu'à construire, jeter dans la brousse. Il y aura quelqu'un un jour qui va quand même venir... Il va les utiliser. C'est clair. On va demander à la SOTR, pourquoi pas d'en mettre en place. La Sogoport, de trouver... Voilà, c'est important parce que c'est des sociétés quand même qui constituent des poumons de l'économie nationale et ils peuvent s'organiser pour mettre en place des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'État. Peut avoir son propre stade. Les SOTR, pourquoi pas? C'est important. On parle de l'État, oui, on parle de l'État, mais que ces sociétés-là qui ont des équipes également construisent des stades. Parce que l'idéal aussi, c'est que chaque club puisse avoir son terrain. Mais alors, écoutez, quand vous avez Togoport qui n'a pas de terrain d'entraînement, même d'entraînement, je ne parle pas d'un terrain pour pouvoir... La SOTR aussi. La SOTR 0, vous voyez un peu, il n'y a que Dito qui a quand même ses propres installations d'entraînement. Voilà. L'armée aussi doit avoir son terrain, c'est important.
C'est important. Voilà. Et en attendant de trouver des solutions pour ces matchs qui restent compliqués, la deuxième division se profile déjà à l'horizon avec le calendrier de cette deuxième journée. On aura ce match entre l'ASCK et puis Entente de Akara. C'est la première division. La première division, oui. Voilà. La deuxième journée de la première division. Oui, la deuxième journée de la première division, ASCK, Entente de AS Togo Port Sahara Football Club. Oui, voilà, on attend de voir peut-être la réaction de ces deux clubs. L'ASCK tenu en échec par Unisport, l'Entente battu par l'AS OTR, l'AS Togo Port surpris à Nero par Boulouessou, Sahara surpris à domicile par Ange Football Club qu'on n'attendait pas. Donc AS Togo Port Sahara Football Club, c'est deux clubs qui ont perdu la première journée. Oui, vous savez, ce sont des clubs qui ont perdu. Je pense que ça va cogner dans ce match-là. Aucune des deux équipes ne voudrait pas être à la traîne déjà dès la deuxième journée, puisqu'elles le sont déjà. Elles sont à la traîne déjà après la première journée. Je me dis que ce n'est que le début. Hein. Ouais. Il y a certaines équipes qui ne sont pas prêtes. Il faut avoir le courage de le dire. Certaines équipes qui sont prêtes. Déjà, vous savez, il y a ce qu'on appelle le feu de paille aussi. C'est une course, je l'ai dit ici dans une autre émission, c'est une course de fond, ce n'est pas une vitesse. Et chaque équipe va essayer quand même de se donner son temps d'observation, les 2, voire les 3 premières journées. C'est quand, après 3 journées, ça commence véritablement à être statique, c'est-à-dire vous perdez les 3 premiers matchs, là c'est comme ça, par là que les graissements de dents vont commencer. Sinon, après une journée, même après une deuxième journée, je crois que chaque équipe ou bien chaque entraîneur a ce qu'on appelle un sursis. Dito Tambo, après avoir joué contre l'autre promu Espoir la dernière fois, à faire un club habitué à la première division du Dynamique togolais qui a ramené un point de Palimé et qui va peut-être vouloir gagner. Imposer, on va dire, son expérience. Oui, mais Tambo joue au football aussi. Oui, Tambo, il y a toujours cette question d'expérience qui arrive, puisque quand vous prenez Dito qui revient donc dans le match contre Gomido à 7 minutes de la fin, le dimanche dernier à Kbalimé, c'est que cette équipe a engrangé, et c'est quand même devant Gomido. Pas n'importe quelle équipe. Donc, cette équipe a engrangé de la confiance, il faut quand même le dire. Si éventuellement elle devait évoluer sur la même dynamique, je crois que face à Tambo, ce sera quand même un match très plaisant. Et l'expérience souvent fait la différence. Mais la façon dont nous avons vu Tambo jouer le dimanche dernier, qui est monté petit à petit, qui a stabilisé son football avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, avec beaucoup de métier surtout. On peut dire que c'est un match très relevé auquel donc, le public doit s'attendre. Maintenant, bien malin à qui voudra bien sûr prédire sur le score, mais tout compte fait par rapport à l'expérience, Dito a quand même la faveur des pronostics. Oui, et c'est le premier derby thème de la saison également. Hein. C'est Massy Unisport à Sokodé. Oui, c'est souvent ces matchs-là dans lesquels il n'y a pas de cadeau. Certes, il n'y a pas d'animosité dans l'histoire. Tout le monde veut gagner. Dans l'histoire des derbies entre Unisport et Massy, il n'y a jamais eu d'animosité. Sauf qu'il n'y a pas de cadeau à se faire dans ce match. J'ai vu Unisport se produire face à la SCK. C'est une équipe très joueuse et si véritablement Unisport joue de la sorte, cette équipe risque de causer de sérieux problèmes à Semassi de Sokodé. Semassi qui est en train de se refaire, mais qui sort quand même d'un match nul face à Kakad après avoir été mené. Oui. Et ça suppose que les guerriers de Tchaoudjo sont en train de se refaire. Ce sera un match très intéressant. Et voilà, au final, quand même, l'équipe qui va se montrer beaucoup plus généreuse pourra quand même avoir le gain du match. À vos yeux, vos analyses prospèrent par rapport à ce match? Oui, quand on connaît la détermination de Unisport,
je crois que Semassi aura quand même du pain sur la planche. Mais connaissant quand même l'expérience de leur entraîneur Tchanilé aujourd'hui, je crois quand même que Latif vient de le dire tout de suite, revenir au score après cette menée où une équipe qui partait donc à la conquête donc d'une reconnaissance perdue, et qui revient dans le match, je crois quand même que là aussi c'est positif, tout comme pour le Dynamique togolais. Mais quand on connaît ces académiciens qui souvent en début de championnat ne laissent rien passer, on se dit que Semassi aura du pain sur la planche. Très et bien. ça, elle doit faire extrêmement attention. Et ce communiqué pour terminer, celui relatif à la disparition de Diogo Akou Lacitao, c'est l'association des anciens footballeurs qui l'ont publié. C'est avec une vive et profonde douleur que l'association des anciens footballeurs du Togo vient d'apprendre la nouvelle de la disparition de Diogo Akou Lacitao, ex-international togolais des années 80. L'ancien grand joueur de Gomido et d'Agaza s'en est allé ce mercredi 9 novembre 2022 à la suite d'une longue maladie. L'association des anciens footballeurs du Togo saisit cette occasion de vive et insoutenable douleur pour présenter ses compassions à sa famille et à ses proches et à la famille du football togolais. Communiqué signé le président de cette association, Antonio Tete Amouzou. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette émission. Latif Youma, merci d'être venu. Prosper Agbokou, merci d'avoir été là. Merci Elom Adovon, merci également à Théo Ajavon. On dit bonjour à Maurice Kadé, supporter inconditionnel de l'Étoile filante. Bonjour également à son président. Allez, à très bientôt.